7h43 sur BFM Business et sur RMC Live. On a des petits problèmes de lancement de jingle. Notre invité à 7h45, c'est Alain Bokobza. Bonjour, responsable Bonjour, de la stratégie d'allocation d'actifs mondiale de la Société Générale. Vous avez publié votre stratégie d'investissement pour 2026. Ça s'appelle Risk-On avec protection. Il y a un pari central autour de la Fed, on va y revenir. Mais ce que vous dites globalement, c'est qu'il est encore temps de prendre des risques. Tout à fait. 2026, c'est une année dans laquelle la conjoncture va être robuste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement énorme en termes de chiffres, en termes de croissance, de développement, mais on ne voit aucun grand pays en récession. Et on a le banquier central américain qui va changer de direction, qui va explicitement être plus souple. Et ce contexte dans lequel il y a un assouplissement monétaire américain avec en parallèle une croissance qui est robuste, ne nous incite pas à déloger le risque des constructions de portefeuille. Sur les États-Unis, vous ne voyez pas de difficultés sur la croissance, ni sur un éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle. Vous dites, grâce à la baisse des taux notamment, ça va continuer à bien se porter. Alors, il existe des risques. L'économie américaine est particulièrement hybride. Il y a des compartiments, dont ceux liés autour de l'intelligence artificielle qui fonctionnent à des vitesses de croissance exceptionnelles. À côté, il y a une vingtaine d'États sur les 50 qui constituent les États-Unis, qui sont soit étales, soit en récession. Donc il y a besoin d'une baisse des taux, et le banquier central va s'exprimer dans les mois et les trimestres à venir pour mettre un plancher sur ce qui va moins bien aux États-Unis. Et c'est ça notre idée, c'est que et aussi dans la redistribution de ce qu'on achète pour ceux qui achètent des actions américaines, où il y a un compartiment qui se passe bien mais qui n'est pas donné, et à côté il y a un vaste territoire, comme les actions européennes par ailleurs, qui sont très peu chères, voire bradées, et d'aller réallouer du capital sur ce qui est à la traîne par rapport aux 2 ou 3 dernières années, et sans aucun doute en matière de ratio de risque qu'on prend par rapport aux attentes de rendement, un compartiment qui devient beaucoup plus attrayant dans les 2-3 ans qui viennent. Donc il y a un stock picking à faire sur des entreprises américaines en dehors de la classe d'actifs IA. Alors c'est au-delà du stock picking, c'est vraiment, il y a un compartiment IA qui est incontournable, parce que c'est une rupture technologique qui va être appliquée avec des entreprises qui vont faire des chiffres d'affaires et des profits autour de ça, mais on ne peut pas voir que ça. Il y a des entreprises qui sont bien identifiées, qui ont déjà beaucoup monté, qui peuvent éventuellement continuer à monter. Mais la redistribution, il ne faut pas être aveuglé par une petite partie de l'économie qui se passe bien, mais qui est dangereuse. Et donc d'aller redistribuer sur d'autres secteurs. Et ceux qui avaient été aveuglés par les actions américaines en disant il n'y a que ça dans les portefeuilles, eh ben, on a vu les actions européennes l'an dernier, en 2025, être les meilleures actions du monde. Et sans doute qu'en 2026, il y a des bonnes bases, prudentes aujourd'hui dans les prévisions, mais pour qu'il y ait un épanouissement de ces actions qui restent vraiment pas chères et qui constituent un cœur de portefeuille pour nous tous. Sur l'Europe, vous faites partie des plus optimistes sur le marché européen. Vous ne voyez pas l'Europe décrocher brutalement l'année prochaine ? Au contraire, il y a une volonté à partir d'une base économique des dernières années compliquée, de réveil, de changement de direction, de déréglementation. On a vu sur l'automobile, sur les dernières semaines, des décisions pour apaiser les réglementations dans un secteur très concurrentiel. On a vu dans la défense des déréglementations. On va avoir dans la banque un certain nombre dans les financières, globalement, des déréglementations. Donc il y a une direction qui est en train d'être prise par nous tous et par les États-nations pour enlever une partie des réglementations qui bridaient la croissance économique. Donc ça, c'est une direction qui amène de la croissance économique à terme, qui amène de la rentabilité du capital coté à terme, et c'est ça qui nous plaît. Il peut y avoir des visions court terme et des visions plus long terme. C'est le plus long terme que je pense qu'il faut regarder au-delà des valorisations des actions européennes. Qui pour vous est toujours assez faible par rapport à ce que ça pourrait être. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a des bonnes affaires à faire. Oui. Il y a une zone sur laquelle vous dites qu'il ne faut pas aller, c'est le Japon. Là, vous ne croyez pas à la stratégie de relance de Sanae Takahashi. C'est parce qu'on pense que la nouvelle Premier ministre du Japon est très volontariste en matière de dépenses publiques pour faire plus de croissance à des risques sur les marchés obligataires. Il y a beaucoup plus d'émissions d'obligations d'État et on a vu les taux des obligations d'État aux États-Unis, au Japon flamber. Donc notre idée, c'est que
ça provoque un cycle inflationniste qu'on n'a pas vu depuis 20 ou 25 ans au Japon. Ça force la Banque du Japon à continuer à faire ce qu'elle a commencé à faire, qui est de remonter les taux. Au bout d'un moment, le yen, qui est très bas, va commencer à monter et ça met en danger le régime de volatilité des actions japonaises. Ou disons, les actions japonaises qui sont très exportatrices dans leur contenant aiment quand le yen baisse. Donc elles ont beaucoup monté, elles ont plus que doublé dans les dernières années. Donc c'est de mettre un peu la pédale douce sur les actions japonaises, sur les indices, et d'aller concentrer le cœur de l'allocation sur les valeurs domestiques japonaises qui devraient bénéficier d'un mieux-aller sur le plan économique, domestique, et aussi de la montée du yen. Vous parliez des taux obligataires, justement sur ce marché de la dette où il va y avoir des émissions majeures. Il y a l'émission allemande à venir, la France doit encore émettre 300 milliards, il y a le prêt pour l'Ukraine. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites qu'il va y avoir trop de dettes ou tout ça est une question de prix? Donc oui, les taux vont monter un peu, mais ce n'est pas si dramatique tant qu'il y a du monde pour acheter. Alors, en Europe, il y a deux blocs. Il y a un bloc dit de périphérie, les pays du Sud, qui sont très prudents en matière de dépenses fiscales. Certains ont des excédents fiscaux, comme le Portugal. Vous voyez, des pays qui ont été au FMI en 2011. Et donc, les émissions de ces pays-là sont soit plates, soit un peu en baisse. C'est l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Donc là, ça dénote. Et on a vu des performances boursières exceptionnelles en 2025 qui pourraient continuer, peut-être pas au même rythme, mais en tout cas d'être robustes en 2026, parce qu'ils sont très bien gérés avec des croissances supérieures à la moyenne pour l'Europe. À côté de ça, on a vu les taux allemands se tendre. Est-ce que l'Allemagne est le grand pays qui change sa politique fiscale de l'austérité vers des dépenses nécessaires dans la défense, dans les infrastructures, dans l'énergie? Donc ça provoque des tensions sur les taux allemands qui peuvent se poursuivre en 2026. Le dernier point, peut-être, si on est craintif sur les totales des émissions des États, parce qu'il y a beaucoup de déficits et donc des émissions d'obligations d'État, en parallèle, l'Europe est championne d'un certain nombre de domaines, dont celui de l'épargne. Il y a énormément d'épargne en Europe, et largement assez pour financer ces émissions. Donc c'est un moment dans lequel on voyait les grandes variables autour de l'Europe. On a un processus d'application du rapport Draghi qui est essentiellement de la déréglementation qu'on applique secteur par secteur. On a commencé par l'automobile, la défense, ça va continuer. Ça, c'est un momentum qui est déjà en cours et qui est prometteur en matière de croissance prévisionnelle. On a aussi des impulsions fiscales qui sont largement financées pour les pays qui ont des dettes publiques contenues, comme l'Allemagne, par l'épargne. Pour les autres pays, on reste là où on est. Pour l'Italie et la France, il ne faut surtout pas monter, sinon ça met en danger les marchés obligataires. On voit bien les débats dans les parlements respectifs et des entreprises qui se battent. On voit l'agilité, on a connu beaucoup de baisse du dollar, on a connu la guerre commerciale, les tarifs, et pourtant les entreprises gardent des marges au plus historique, elles se malent, elles sont agiles, et ça c'est un élément très important dans le cycle des profits des entreprises, la capacité de distribuer des dividendes, des rachats d'actions pour faire un écosystème, et aussi des salaires qui progressent largement au-dessus de l'inflation au niveau macroéconomique. Donc tout ça donne une ambiance qui peut être moins compliquée qu'on le veut le dire et prometteur. C'est une des raisons pour lesquelles les actions européennes ont très bien délivré cette année. Sur la question du cours de l'or, on est quasiment à 4 500 $. Ça fait quand même plus 70% depuis le mois de janvier. On était hier avec Rupa Mahem qui dit non, nous on ne conseille pas du tout aux institutionnels d'en avoir en portefeuille. C'est pas notre truc, c'est une classe d'actifs compliquée. Vous n'avez pas du tout cette vision-là? Non, l'or, on a franchement réintroduit l'or dans les allocations d'actifs en 2022, au moment de la guerre en Ukraine, quand les réserves de la Banque centrale de Russie ont été gelées. Et ça remettait en exergue, c'est quoi un actif sûr? Et l'or est un actif pour les banques centrales qui est sûr et qui est en train de réapparaître. Ça peut être en Chine, dans tous les pays non alignés, l'or est en train de réapparaître. Dans les bilans des banques centrales des pays développés, comme la Banque de France, la Bundesbank, la Banque des États-Unis, c'est entre 60 et 80% des réserves qui sont en or. Donc c'est gigantesque. Dans les pays en voie de développement, c'est entre 3 et 10. Donc il y a encore un long chemin à parcourir sur ces agents-là. Et on a pu observer aussi en Chine, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, les particuliers qui se remettent à acheter des bars et des... Donc il ne peut que monter en fait. Alors, c'est pas qu'il ne peut que monter, en tout cas, il y a une volonté
de diversification des patrimoines. On a les actifs cotés, il y a les obligations, il y a les actions, il y a l'immobilier, il y a les actifs non cotés, il y a l'or. C'est la redistribution des actifs et l'or fait partie intégrante. Et il y a des façons de participer à l'or par des ETF, par des achats de pièces. Il y a de plus en plus de fonds or qui permettent de s'exposer, bien sûr, les mines d'or aussi. Dernier point sur la Chine, on a vu ces derniers temps des IPO fracassantes en Chine avec des entreprises dans l'intelligence artificielle, par exemple, qui faisaient plus 700% dans une journée. Vous regardez ça comment? De loin, avec prudence? Il y a deux grands acteurs face à face, Janus, entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine démontre en ce moment qu'en dépit des brimades qu'ils ont subies sur l'approvisionnement de semi-conducteurs de très 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 haute gamme, finalement, ils arrivent à s'autonomiser, ils arrivent à avancer, ils ont des sciences auxquelles ils croient et ils avancent. Et donc, il y a eu en fin 2024 un signal politique de la part du Pékin, du gouvernement central, comme quoi ils voulaient remettre au travail la coordination entre l'État central et les entreprises privées, notamment dans les technologies, pour battre les États-Unis sur ce domaine-là. Et ça provoque le financement par les marchés. Une IPO, c'est une entreprise qui a besoin de capital pour se développer, qui fait des augmentations de capital en se mettant sur le marché. Donc c'est la stratégie d'État qu'on voit dans les marchés. En fait. C'est une stratégie du pays qui est d'avoir quelque chose à dire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils sont très forts dans des domaines des renouvelables. Ils sont en train de mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Et c'est un combat head-to-head vis-à-vis des États-Unis qui est très clair. Donc, et ils utilisent le marché, ça c'est nouveau. C'est depuis un peu plus d'un an. Ils utilisent le marché à des fins de financement, comme les Américains et les entreprises américaines le font, par des IPO sur le Nasdaq et des financements et des augmentations de capital. Donc les deux pays avancent sur des modèles économiques finalement qui se ressemblent. Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.